Nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. On en parle avec un invité incorrect, Bernard Lugan, historien, spécialiste de l'Afrique, universitaire et expert auprès de l'ONU, et dirigeant de la revue L'Afrique réelle. Bernard Lugan, expert en Afrique. On atteint le fond quand chaque personne qui parle de nos pays et de nos civilisations ne sont ni de nos pays, ni de notre civilisation. Ça me rappelle cette interview d'occidentaux experts du Bénin. Et ces gens parlaient à la télé du vaudou qu'ils n'ont même pas pratiqué. Ils n'ont même jamais fait un seul rituel vaudou, mais ils se prétendaient experts du Bénin, y compris de la spiritualité vaudou. Ou encore, il y avait des Anglais sur BBC qui se disaient experts de la langue zoulou. Oui, eux, ils ont étudié la civilisation zoulou. Mais les Zoulous, non, ils ne sont pas habilités à parler de leur propre civilisation. Est-ce que vous imaginez le niveau d'humiliation? Je ne vois ça nulle part ailleurs, chez aucun autre peuple. Quand on veut parler d'Angleterre, on cherche un ressortissant anglais. Quand on veut parler du Japon, on cherche un ressortissant japonais. Voici la tête d'un Africain pris au hasard sur Internet. Qu'il vive en Afrique ou pas, qu'il soit né en Afrique ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que cette personne, une personne qui ressemble à ça, sera toujours plus à même à parler de l'Afrique que ce type. Dans cette vidéo, on va écouter Bernard Lugan. C'est un type qui, de par sa simple apparence, n'inspire pas confiance. On dirait qu'il sort tout droit du 19e siècle. Si vous me demandez de dessiner ou d'imaginer la tête d'une personne qui était présente pendant la conférence de Berlin, c'est net à lui que je vais penser, net à cet archétype de tête-là. Bien sûr, j'allais rajouter une culotte et un chapeau, mais c'est exactement la tête qu'il aurait eu, même la forme de la barbe, typique. Je suppose qu'il n'a donc pas choisi ce look par hasard. J'en suis même convaincu. Il doit être très fier du passé de son pays et de son peuple. Bernard Lugan, effectivement, j'ai pris, comme on dit, un extrême plaisir. Ah oui, j'ai oublié une chose très importante, c'est présenter ce monsieur. Dis qui est-ce qu'il est. Alors, il est né au Maroc pendant la période où la France avait colonisé le Maroc. On le présente comme un historien français africaniste. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, mais sachez qu'il est surtout un historien français d'extrême droite. Je le précise pour que vous compreniez que tout ce qu'il va dire dans la suite de cette vidéo, pour lui, c'est parfaitement normal et c'est même naturel. Bernard Lugan, effectivement, j'ai pris, comme on dit, un extrême plaisir à lire les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue le livre vient de paraître à la Nouvelle Librairie. Et c'est un livre, évidemment... moi, je me demandais, quand j'ai lu, ce sont des nouvelles sur une certaine période de l'Afrique, avant, effectivement, avant ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, non pas d'avant les indépendances, mais au moment où l'Afrique, il y avait encore, effectivement, ce sentiment, et c'est ça qui est extraordinaire, ce n'est pas le retent des colonies, mais les colonies étaient, enfin, il y avait encore un esprit là-dessus. Et ce qui est étonnant dans ce livre, c'est que, et on va vous accuser encore de réactionnarisme, évidemment, mais ça, vous vous en fichez, je sais, Bernard Lugan, mais elles sont absolument drôles, elles sont énormes, avec un H, effectivement. Et ce que vous me dites, on en discutait juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est que toutes ces nouvelles sont vécues. Mais le monsieur, il ne tient plus en place, il veut bouger, il veut présenter, il est content. Tout, absolument. Oui. Et alors comment c'est? Vous avez vécu en Afrique combien de temps? J'ai vécu plus de 40 ans en Afrique, mais dans cette Afrique disparue, j'y ai vécu pendant 12 ans. Je suis arrivé au Rwanda en 1972, je suis parti en 1983, et ensuite j'ai eu mes périodes Afrique du Sud, Afrique centrale, Sahel, etc. Donc là, j'ai résumé un certain nombre d'anecdotes. Il y aura un deuxième tome. J'ai résumé un certain nombre d'anecdotes dans lesquelles j'ai voulu mettre en évidence des personnages énormes, avec un H, comme vous venez de le dire, qui sont des personnages qui n'existent plus aujourd'hui, et que j'ai eu le privilège de côtoyer pendant ces 10 ans de Rwanda. Parce que la grande originalité de ce Rwanda, quand j'y suis arrivé en 72, c'est que l'on n'avait pas l'impression que le pays était encore indépendant. C'est exactement ce que vous venez de dire. À ce niveau, pour dire qu'il est crédible à parler de l'Afrique, il nous fait comprendre qu'il a vécu des années sur le continent africain, 40 ans si j'ai bien suivi. Alors qu'il ait vécu sur le continent n'est pas le souci. Il peut avoir vécu sur le continent, pas de problème. Ça lui donne certaines connaissances de certaines choses. Mais ça ne lui donne absolument pas connaissance de la réalité. Parce que quand un type comme lui vient s'installer au Cameroun par exemple, il n'est absolument pas dans les quartiers comme Vogada ou encore Ezazou Village. Ces gens vont aménager dans des quartiers comme Bastos, vivre dans des villas climatisées avec 10 domestiques, avoir un cercle social composé uniquement de blancs. Ils vont faire leurs courses dans les magasins comme Carrefour, ils vont aller dans les écoles françaises d'Afrique et ils seront privilégiés dans tout et pour tout.
Donc avoir vécu en Afrique ne signifie pas connaître les réalités de l'Afrique. Absolument pas. Ce sont des gens qui voient la pauvreté en passant tranquillement assis dans leur SUV climatisé, conduit par un chauffeur qui d'ailleurs a du mal à boucler ses fins de mois parce qu'il est mal payé. Ils ont la vie extrêmement facile et agréable en Afrique, loin des tracas du quotidien des gens comme nous là, très loin. Ce n'est donc pas un sacrifice pour eux de vivre en Afrique, bien au contraire. Quand ils immigrent en Afrique, ils ont une vie 100 fois meilleure que s'ils étaient restés en Occident. Ce qui veut dire que c'est retourner en Europe qui est un sacrifice, pas l'inverse. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, la mutation avait été faite, et ce que l'on pouvait appeler les grands blancs, entre guillemets, sans analyse politique, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait les grands blancs à l'époque. C'est quoi les grands blancs? Les grands blancs, c'est le blanc qui restait blanc en Afrique, à l'anglaise. Le grand blanc qui avait son élégance, qui avait sa façon de vivre, qui ne cherchait pas à gagner de l'argent, mais qui vivait tel qu'il était, selon ses principes, selon son honneur, son élégance, sa classe, etc. Ça avait disparu. C'était très anglais, ça. Le grand blanc qui vient en Afrique selon ses principes, donc les principes du blanc, selon ses valeurs, donc les valeurs de ce même blanc, alors qu'il n'est pas chez lui. C'est exactement ce qu'il dit. Quand un Africain vient avec ses traditions et ses principes en France ou en Occident dans son ensemble, qu'est-ce que les médias disent? Les médias disent qu'on refuse l'assimilation, n'est-ce pas? L'assimilation, c'est le fait de demander à un autre peuple de progressivement s'adapter à la culture et aux valeurs d'un autre peuple afin de devenir un citoyen de ce peuple en question, un citoyen entier, voilà, un citoyen à part entière de cette civilisation. La politique d'assimilation est une stratégie mise en œuvre par un État pour prétendre intégrer les populations d'une culture ou d'une identité différente dans la société dominante, on va dire ça comme ça, en les encourageant à adopter les coutumes, les langues et les normes de cette société dominante. Ça, c'est dans leur sale monde idéal là, mais en fait, personne ne peut être assimilé. C'est comme demander à un poisson de se comporter comme un oiseau. C'est exactement la même chose. C'est un peu comme si les poissons décident désormais que tous les oiseaux doivent se comporter comme eux ou inversement. Prenons quelques exemples historiques. Au 19e siècle, les Amérindiens ont été soumis à une politique d'assimilation par le gouvernement américain qui les a forcés à abandonner leurs coutumes, leurs langues et leurs terres ancestrales pour adopter la culture américaine. L'époque de l'internement des Japonais américains pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis est un autre exemple de politique d'assimilation forcée. En gros, des citoyens américains d'origine japonaise ont été déplacés et incarcérés en raison de leur origine ethnique. Un autre cas en Australie, le gouvernement australien a mis en place une politique d'assimilation envers les peuples autochtones, les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Cela a inclus l'enlèvement d'enfants aborigènes. On les a littéralement retirés de force de leur famille. Ça a même donné ce que l'histoire appelle la génération volée. Cette politique d'assimilation visait à éliminer les cultures autochtones au profit de la culture occidentale. Le système des pensionnats autochtones au Canada est un exemple également de politique d'assimilation où des enfants autochtones, un peu comme en Australie, ont été enlevés à leur famille et placés dans des écoles résidentielles pour les éduquer à la culture occidentale dans le but de les assimiler. Bien sûr, dans les cas historiques, je n'oublie absolument pas les politiques d'assimilation de la France avec les pays africains. Ils ont commencé par le code de l'indigénat. Pendant la période coloniale, la France a mis sur pied le code de l'indigénat dans ses colonies africaines. Le code imposait un système légal de discrimination qui différenciait les citoyens français et les populations autochtones africaines. Donc c'était dans la loi. C'était littéralement dans la loi qu'on ne doit pas se comporter pareillement avec des Français vivant en Afrique et avec des Africains vivant en Afrique. Les Africains étaient soumis à des lois spéciales qui les privaient de nombreux droits et les plaçaient sous le contrôle des autorités coloniales. La politique d'assimilation avait aussi un volet culturel parce que ça visait à transformer les populations en citoyens français, on va dire ça comme ça, mais pas totalement. Comme j'ai dit, un poisson ne peut pas devenir un oiseau. Et ensuite, ces populations étaient placées sous le contrôle des autorités coloniales. Donc, on forçait les gens à adopter la culture, la langue et les normes françaises. Et comme on le sait, tout ça a souvent impliqué l'éducation des élites africaines dans des écoles françaises. L'objectif était de créer une élite africaine assimilée, c'est-à-dire totalement soumise, qui pourrait servir d'intermédiaire entre la métropole française et les populations autochtones. Est-ce qu'on doit parler de cette conséquence d'assimilation? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous entendez assimilation, ce que vous devez comprendre, c'est soumission totale. Ça a eu des conséquences catastrophiques sur le continent. Déjà, une des conséquences visibles de cette politique, c'est le tribalisme que nous combattons jusqu'aujourd'hui.
L'assimilation a également créé une élite éduquée francophone, c'est-à-dire orientée, axée français, ce qui a renforcé les divisions ethniques et sociales. D'ailleurs, mes parents me racontaient que quand eux, ils étaient plus jeunes en classe, quand ils parlaient leur langue en classe, on invitait toute la classe à se moquer d'eux et ils étaient punis pour avoir parlé ta langue. Le résultat aujourd'hui, nous pensons comme des Français. Et c'est d'ailleurs ça qui nous rend lents, faibles, plaintifs, pleurnichards, comme eux en fait. Et entre toutes les grandes divisions qu'on a eues en Afrique, que ce soit les divisions entre les populations, les divisions entre les ethnies, les divisions même entre parfois des quartiers pour quelques petites fractions de différence, on doit ajouter à ça l'inégalité économique, sans parler des questions de développement. Posons-nous une question sérieuse. Comment est-ce qu'on peut se développer quand on pense avec la langue d'un autre peuple? Et c'est toujours les résidus de cette politique d'assimilation qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, bien qu'on ne soit plus dans la loi, c'est-à-dire les lois inégales, les personnes comme Lougan sont privilégiées quand ils sont en Afrique. C'est donc de ce comportement injuste que ce Bernard Lougan est fier et qu'il appelle le grand blanc. Le blanc qui vient chez les gens et qui se comporte comme s'il était chez lui. Or, quand je suis arrivé dans cette Afrique de l'Est, j'ai rencontré encore de ces grands blancs, tant au Kenya qu'au Rwanda, qu'en Ouganda, que dans tous ces pays. Et évidemment, j'ai sympathisé avec eux tout de suite. Et ce sont toutes ces aventures que je raconte, tous ces événements qui sont assez extraordinaires, effectivement, parce que l'on n'a pas l'impression qu'aussi près de nous et après l'indépendance, de tels personnages aient pu avoir les rôles qu'ils ont eus. Je vous avais bien dit que quand ils sont en Afrique, ils ne sont qu'entre eux, n'est-ce pas? Ils ne connaissent pas les réalités de nos pays, absolument pas. Je vous l'avais dit. Voilà, maintenant, il le confirme lui-même. Non, nous sommes dans l'ethnodifférentialisme. C'est-à-dire que ces Africains étaient tout à fait ravis de voir ces Blancs qui étaient des Blancs et qui considéraient les Africains comme des vrais Africains. Ce n'était pas la woke culture. La grande différence, c'est qu'à l'époque, ces Blancs étaient des Blancs qui étaient certes africains, mais européens, qui restaient européens. Ils respectaient les Africains. Je te vole, je te tue, mais dans le respect. Il nous parle d'ethnodifférentialisme. Je vais un peu vous dire ce que c'est. L'ethnodifférentialisme est une notion qu'on veut nous faire croire que c'est difficile à comprendre, mais c'est très simple. C'est une idéologie qui défend le fait que les groupes ethniques ou culturels sont naturellement différents les uns des autres, vous voyez, et que les groupes humains doivent être séparés ou ne pas avoir le même traitement justement à cause de cette différence. Prenons le cas de la séparation culturelle ou encore géographique. Ils peuvent se servir de l'ethnodifférentialisme pour justifier par exemple les séparations géographiques ou culturelles entre les groupes et ethnies en soutenant que les différences culturelles sont si profondes, si ancrées qu'elles nécessitent des espaces séparés ou encore des politiques distinctes pour pouvoir préserver ces différences en question. Dans certains cas, l'ethnodifférentialisme peut être associé à des mouvements nationalistes ou encore identitaires. Et évidemment, l'accent est mis sur la préservation et la promotion de l'identité ethnique ou culturelle d'un groupe en particulier. Et très souvent, c'est un seul groupe qui profite au détriment de tous les autres. Ce qui nous fait comprendre que l'ethnodifférentialisme simplifie à l'excès la complexité des identités culturelles et ethniques. C'est aussi ce courant de pensée qui justifie l'idée de la supériorité ethnique ou culturelle d'une culture ou d'une ethnie par rapport à d'autres. Quand le moustachu de la Seconde Guerre mondiale le faisait, c'était inadmissible. Mais quand c'est ce Bernard Lougan qui le dit, qui le défend dans un média populaire, cette idée est vue, aimée, encouragée et partagée par des centaines de milliers de personnes. Alors moi, je trouve que c'est simple. Si ces gens estiment que les peuples doivent être séparés, vous devez commencer par ne plus aller dans ces peuples-là. Vous devez commencer par ne plus aller chez ces gens. On est d'accord là-dessus, c'est simple à comprendre. Ce sont eux systématiquement qui arrivent chez les gens, puis créent des politiques de ségrégation sous prétexte que eux, ils sont différents des autres. L'ethnocentrisme a été utilisé pour justifier les politiques de ségrégation raciale, l'apartheid ou encore les discriminations ethniques ou même encore le code de l'indigénat dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'ethnodifférentialisme qui a permis de mettre ça sur pied. Et souvent, ce genre de choses est fondé sur de faux arguments scientifiques ou des arguments d'une pseudo-science. Et cet historien, Bernard Lougan, d'extrême droite, semble avoir une grande appréciation pour ce courant de pensée. Dites-vous qu'en écoutant 5 minutes d'une interview de 46 minutes où il parle de la France-Afrique, on a déjà ressorti 3 gros problèmes. Nous sommes encore à l'introduction de son interview et il y a déjà 3 gros problèmes. C'est-à-dire qu'il nous parle de l'identité africaine, la politique d'assimilation et cette science qui justifie la ségrégation qu'ils ont appelée l'ethnodifférentialisme.
Je me demande ce que ça va donner si on continue. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à tout ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo.